2024. La France-Afrique, on pensait l'époque révolue, et voilà que Robert Bourgi, le conseiller officieux pour l'Afrique de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac, se confesse. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, nul ne le sait. Il affirme que 5 chefs d'État africains auraient versé de l'argent liquide transporté dans des mallettes ou dans des djembés à destination de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac, en tout 20 millions de dollars. Robert Bourgi était un intermédiaire dans ces affaires. Aujourd'hui, il sort de l'ombre. Pourquoi? Quel est le but de la manœuvre? Nicolas Sarkozy s'est engagé en 2006 à Cotonou à mettre fin à la France-Afrique. Est-ce vraiment fini? La France, qui défend les droits de l'homme, va-t-elle soutenir encore longtemps les dictatures africaines? Eh bien, je vous présente nos invités. Jean-Marie Bockel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien secrétaire d'État à la coopération. C'était de 2007 à 2008, du temps de l'ouverture. Vous vouliez mettre fin à la France-Afrique. Ça vous a coûté votre poste. Apparemment, c'est Omar Bongo qui aurait demandé votre tête. Et c'est Robert Bourgi qui aurait transmis le message à Paris. Merci d'être avec nous ce soir. Jean-François Props, bonsoir. Vous êtes un ancien proche collaborateur de Jacques Chirac. Vous avez côtoyé Jacques Foccart et Robert Bourgi. Et vous êtes avec nous ce soir en direct de Saint-Jean-de-Luz. Antoine Glaser, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Vous avez participé au documentaire France-Afrique, 50 années sous le sceau du secret de Patrick Banquet. Vous êtes l'auteur de Sarko en Afrique. Seydi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et essayiste, correspondant de Pan African News Agency. Alors avant de commencer ce débat, on va écouter, si vous le voulez bien, Robert Bourgi. Il était l'invité hier matin de Jean-Pierre Elkabbach, c'était sur Europe 1. J'évalue à 20 millions de dollars ce que j'ai remis à M. Chirac et à Dominique de Villepin. Cela entre 1995 et 2005. Est-ce que vous pourrez démontrer ce que vous dites? Je n'ai aucune preuve. Dans ce domaine-là, il n'y a aucune preuve. Aucune trace? Aucune trace. Par exemple, M. de Villepin recevait, comme le président Bongo et les chefs d'État africains savaient qu'il aimait l'art africain et qu'il était un admirateur de l'empereur, il recevait des bustes de l'empereur, des pièces rares qui concernent l'empereur Napoléon, et il recevait des masques africains. Et écoutez maintenant la réaction de Dominique de Villepin qui répond à ces accusations. Ces allégations sont mensongères et indignes. On voit l'acharnement, la volonté de salir la présidence de Jacques Chirac, à un moment qui est celui du procès de Jacques Chirac et à quelques jours d'une décision de la Cour d'appel dans l'affaire Clearstream. Jean-Marie Bockel, est-ce que vous avez été surpris par les révélations de Robert Bourgi, vous qui avez été ministre de la coopération? Je ne sais pas si je peux encore être surpris par Robert Bourgi, mais en tout cas, ces révélations sont forcément, quelle qu'en soit la véracité ou non, sont forcément le signe de quelque chose. C'est, je pense, pour lui, peut-être un besoin de se libérer, de dire des choses, il s'est d'y repentir, enfin tout ça, je pense que ça compte. C'est peut-être aussi... Enfin, il n'aurait jamais dit ça il y a 2-3 ans, donc c'est que peut-être que les choses sont en train de changer. Peut-être que le dispositif tel qu'il fonctionnait, France-Afrique, Afrique-France, se fissure. En tout cas, s'agissant de notre pays, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est dans un monde merveilleux, qu'il n'y a plus de corruption, etc. Mais il y a des choses qui sont en train de changer, et ça, au fond, on ne peut que s'en réjouir. Voilà ce que je peux dire, mais surpris n'est pas vraiment le mot. Moi-même, quand j'étais à la coopération, évidemment, j'étais pas dans ce genre d'échange. Hein. J'étais. Vous n'avez jamais vu de mallette, par exemple? Évidemment avec... que non, c'était bien sûr, on peut pas. On a souligné à un moment donné peut-être ma trop grande naïveté, mais bon, je la revendique. Hein. Moi, mais vous connaissiez le rôle de Robert Bourgi? Je ne le connaissais pas avant. J'ai fait sa connaissance après, hein, après mon départ, bien après. Mais à l'époque, je l'ai peut-être croisé une fois lors d'un sommet à Lisbonne. Je savais bien sûr qu'il existait. Je lisais la presse de M. Glaser. Je lisais, enfin, bien sûr, je savais qu'à côté de la cellule Afrique, avec laquelle je travaillais vraiment en très bonne intelligence. Il y avait également un certain nombre d'intermédiaires. En même temps, moi qui m'intéresse un peu à l'histoire, qui a une certaine culture historique et politique, forcément, je sais que depuis que la diplomatie existe, depuis que le monde existe, il y a
des diplomaties parallèles. Et il y a des intermédiaires. Ils peuvent parfois jouer un rôle utile. Parfois, ils peuvent aussi, comment dirais-je, mettre en avant une prétendue influence pour la monnayer. Parfois, c'est un petit peu entre les deux. Donc ces choses-là existent. Donc les mallettes avec de l'argent, ça ne vous choque pas? Si vous voulez, moi, je ne suis pas en train de vous dire ça. Vous me demandez si je savais que ça existait. Vous me demandez si je savais que M. Bourgi jouait un certain rôle. Oui, mais vous dites la diplomatie d'influence... Non, mais la diplomatie d'influence, ce n'est pas les mallettes. Je suis en train de vous dire qu'il y a tous ces aspects. Les mallettes, les financements occultes, c'est au fond un peu une perversité. C'est, je le dis souvent, peut-être la part la plus choquante et la plus archaïque du système de la France-Afrique de l'époque, qui était évidemment qui ne comportait pas que cet aspect des choses, hein. Mais voilà, quoi, je savais que ça existait, mais en même temps, je considérais qu'on pouvait faire bouger les choses sans être dans ce genre de réseau. Et j'ai commencé à le faire, et au fond, j'étais dans la feuille de route de Cotonou, hein, c'est-à-dire le discours du président de la République avant qu'il ne soit président. Je ne regrette pas de l'avoir fait, j'ai peut-être eu raison trop tôt. Mais ça vous a coûté, votre poste. Ça m'a coûté alors mon apparemment, poste, c'est Omar Bongo qui aurait demandé votre tête, c'est Robert Bourgi qui aurait transmis le message à l'Afrique. Est-ce que ça veut dire que ce sont les chefs d'État africains qui décident qui entre et qui sort du gouvernement français? C'est un peu plus compliqué que ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails de la manière dont les choses se sont passées. Peut-être qu'on peut se demander, derrière donc ce départ et les demandes qui ont été effectuées par plusieurs, hein, pas seulement par un seul, c'est peut-être pas Bongo qui a été le plus demandeur de mon départ. Enfin bon, ça, c'est une histoire qui s'éclaircira un jour. Mais peut-être que cela signifie qu'on était passé d'un système de France-Afrique à un système d'Afrique-France, hein, où effectivement un certain nombre de hauts responsables pensaient pouvoir exercer une certaine influence dans notre pays, et cela par divers moyens. Jean-François Props, je rappelle que vous avez été le conseiller de Jacques Chirac, que vous avez travaillé avec Jacques Foccart et avec Robert Bourgi. Est-ce que ce que dit Robert Bourgi est vrai? Oh, pour un quart, c'est vrai, et ça ne rassurera pas Monsieur le ministre Jean-Marie Bockel, mais déjà en 1982, lorsque Jean-Pierre Cot, socialiste, était ministre de la Coopération, c'était le président El Hadj Omar Bongo du Gabon qui avait eu la tête de celui qu'il appelait Cot et ses Cot Boys. C'est-à-dire que, d'abord, l'Afrique, ce sont 53 pays, ce ne sont pas seulement les 4 ou 5 pays que connaissait M. Bourgi. C'est pas seulement le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup de choses, Dieu merci, ont changé, et je rejoins Jean-Marie Bockel, j'étais très heureux de son discours de vœux de l'année 2008, qui lui a probablement coûté sa place, mais c'est dur d'être ministre dans la 5e République sarkozienne, parce que je crois que M. Bockel a eu également des déboires avec le garde des Sceaux, Mme Ali Omari. Alors revenons à la France-Afrique. Jean-François Props, autrefois, elle est morte. Pourquoi? Elle est morte ne serait-ce que parce que De Gaulle, Foccart, Mitterrand, Guy Pen, tout ça c'est fini. Et M. Bongo est mort, et M. Gbagbo n'est plus là. D'ailleurs, lorsqu'en 2002, M. Mamadou Koulibaly prétend soutenir la thèse de M. Bourgi, que de l'argent a été donné pour la campagne de Jacques Chirac, j'imagine que comme il était socialiste et qu'il avait des amis comme Jacques Lang, Jacques Attali, ou M. Laberty, ou M. Dumas, ou l'autre, de l'argent pouvait être donné au Parti socialiste. Jean-François Props, je voudrais revenir à ma question. Ça doit continuer sûrement d'ailleurs. Aujourd'hui, ça doit sûrement continuer. On va en parler, Jean-François Props. Le dit M. Bourgi, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Oui, Jean-François Props, quand vous dites, merci de répondre à mes questions, mais quand vous dites qu'il y a un quart de choses qui sont vraies, c'est quoi ce quart de choses vraies? Ce qui existe toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des puissances étrangères, et pas seulement des petits pays africains pauvres, ou potentiellement riches, qui donnent de l'argent à des partis politiques en France, comme d'ailleurs autrefois Moscou donnait au Parti communiste, ou tel chef d'État, comme Bongo, Sassou, ou Compaoré, ont donné à des partis politiques français, et d'ailleurs pas seulement au RPR. Alors, ceci étant, M. Bourgi est un peu
mystificateur, en tout cas usurpateur, et il raconte toutes sortes de salades, parce qu'il est dans une phase de règlement de compte essentiellement avec Dominique de Villepin, et d'ailleurs aussi, me semble-t-il, avec Nicolas Sarkozy, parce que ce qu'il a fait dans son interview au Journal du Dimanche est plutôt, si je puis dire, de la part d'un conseiller non officieux, non officiel, appelons ça comme on veut, mais qui prétendait, en tout cas dans les capitales africaines, représenter le chef de l'État français. Ce qu'il a dit à Laurent Valdiguier dans l'excellente interview du Journal du Dimanche, c'est plutôt très mauvais, et pour le président Sarkozy, et d'ailleurs pour la France et les intérêts de la France en Afrique. On va en parler, Jean-François Probst. Antoine Glaser, est-ce que vous avez été étonné de ces révélations? C'était su, on le savait non, de longue date, ces histoires de mallettes. Non, ces affaires étaient sues, c'était su. Enfin, on rappelle, parce que c'est vrai que quand on a fait le bouquin, par exemple, Sarko en Afrique, on cherchait avec mon ami Stephen Smith, qui avait un jour parlé de ça. Le seul qui ait parlé de ça, c'est Foccart lui-même, dans ses mémoires, qui racontait en disant, je suis allé voir le président Houphouët-Boigny a donné de l'argent pour Georges Pompidou, et j'ai dit à Georges Pompidou, voilà, le vieux, comme on appelait le président Houphouët-Boigny, a donné de l'argent pour le parti. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était pas pour se mettre, c'était pas personnellement, c'était pas pour sa propre poche, c'était pour le parti, c'était la guerre froide, c'est les intérêts de la France en Afrique, et il y avait les réseaux gaullistes en Afrique, installés par Jacques Foccart à partir de la résistance, l'Afrique avait libéré la France, et donc ces dirigeants africains avaient été cooptés par Paris, ça veut dire nommés par Paris, parce qu'ils étaient francophiles, ils étaient anti-soviétiques, et donc dans une période où c'était la vraie France-Afrique. Ensuite, avec les dérives, l'affaire Elf et autres, c'est devenu l'Afrique-France, c'est-à-dire ce sont les dirigeants africains qui se payent des réseaux d'influence à Paris pour bénéficier d'une assurance touriste à Paris, l'impunité, et aussi pour pouvoir finalement se maintenir au pouvoir. Donc c'est une autre phase, il faut voir ça sur une très longue période. Ce qui veut dire, Antoine, que ce sont les chefs d'État africains qui décident aussi de la politique française. C'est la question que je posais à Jean-Marie Bockel tout à l'heure. La période historique de la guerre froide, c'était pas comme ça, mais c'est vrai qu'ensuite, il y a eu bien sûr, il y a eu des dérives, exactement comme l'affaire Elf. L'affaire Elf, vous aviez des hauts commis de l'État pour trouver du pétrole. Une fois que la France s'était fait virer de l'Algérie, il fallait en trouver dans le golfe de Guinée, l'Afrique subsaharienne. Et ensuite, l'affaire Elf, on a vu comment les gens s'en foutaient plein les poches. Et au départ, l'argent d'Elf, du pétrole français, ça servait à la sécurité, aux militaires, au coup d'État, à tout ce que vous voulez. Mais c'était au nom de ce qui est bon pour la France et bon pour l'Afrique. C'était Jacques Foccart qui est mort pauvre. C'était pas pour l'enrichissement personnel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, comme le dit Jean-Marie Bockel, si Robert Bourgi dit ça maintenant, c'est qu'il y a quand même une période historique qui se tourne. Et c'est une bombe, cette affaire, c'est une bombe à fragmentation. Le premier étage, c'est effectivement la France-Afrique, les financements en cash, mais il ne faudrait pas... La deuxième étage de cette fusée, ou la bombe à fragmentation, c'est que maintenant, il y a aussi des rétrocommissions du monde arabe sur des contrats. Et là, ce n'est pas du cash des dirigeants africains. Donc en ce moment, vous avez, quand Robert Bourgi y parle, il ne faut pas oublier aussi, il y a le bouquin qui va sortir demain de Pierre Péan avec un autre émissaire, Taïkédine, avec... Là, on n'est plus dans les mallettes, là, on est dans des contrats d'armement. Donc si vous voulez financer un parti maintenant, je pense que ça passe plus par des zones offshore avec des contrats d'armement qu'un type qui porte des mallettes qui arrive à Paris ou Bourget. Seydi Abba. Je crois que en vérité, il n'y a pas de surprise dans ce que Robert Bourgi a dit. En vérité, les journalistes spécialistes de l'Afrique et même des ONG comme Survie ont depuis très longtemps mis en évidence le flux financier en provenance d'Afrique vers les partis politiques français, vers la classe politique française. La nouveauté réside dans le fait que ce soit un acteur lui-même, quelqu'un qui a participé au système, qui aujourd'hui le dise et qui donne des détails plus précis, ce qu'on n'avait pas avant. Quand Bourgi dit que l'argent a été mis dans le djembé, ce sont des détails qu'on n'avait pas. Quand il donne des chiffres précis, disant que Gbagbo a donné 3 millions à la campagne, ce sont des chiffres qu'on n'a pas. C'est ça qui fait la nouveauté dans cette affaire. Et s'il le dit aujourd'hui, il faut aussi voir le contexte africain. Le président Bongo est décédé en 2009. Le président Bongo et son fils qui lui a succédé n'a pas la même disponibilité ni la même prévenance à l'égard de
Robert Bourgi. Deuxième chose, concernant par exemple Gbagbo, il sait qu'il a beaucoup pendant longtemps misé sur Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo n'est plus en place. Le président Sassou est en froid avec la France depuis qu'il n'a pu empêcher l'ouverture des enquêtes sur les biens mal acquis. Donc Bourgi s'est dit aujourd'hui qu'il a quasiment tout perdu sur le continent africain, qu'il n'a plus rien à perdre. En tout cas, du côté africain, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de présidence où il peut avoir la même influence qu'il avait eu avant, et cela peut participer, en tout cas dans le contexte africain, de sa prise de parole. Qu'il dise aujourd'hui qu'il l'a fait pour soulever sa conscience, s'il a mis 30 ans pour s'apercevoir de ce qu'il est impliqué dans un système comme celui-là, je me demande s'il faut 30 ans vraiment pour s'apercevoir qu'on a participé à un système mafieux qui a consisté à quand même prendre de l'argent qui aurait pu servir à préserver des vies en Afrique pour les amener à financer la partie politique. C'est ça qui est quand même incroyable moralement, quand même, Antoine Glaser. C'est quand même, on parle de 20 millions de dollars. On voit l'affaire quand même des biens mal acquis aussi en France, toutes ces richesses qui sont amassées par tous ces dictateurs africains, et la France qui soutient finalement ces régimes et qui dans le même temps se dit défendre les droits de l'homme. Donc il y a quand même la France a été très en retard sur le monde arabe. Je veux dire, sur le printemps arabe, ça s'est vu avec la Tunisie, l'Égypte. Elle est encore plus en retard. Et à mon avis, quand vous avez les Américains, quand vous avez Barack Obama qui invite à la Maison-Blanche tous les types des sociétés civiles, la France est très en retard. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, au nom de la guerre froide, au nom de la défense, un nombre d'intérêts français en Afrique, elle est restée scotchée avec des dirigeants qui étaient en place depuis 30 ans ou 40 ans, qu'elle avait elle-même cooptés, encore une fois, et souvent, elle s'est retrouvée aux mains de ces dirigeants. Parce qu'au bout d'un moment, on se demande qui sont les patrons. Et c'est vrai qu'il y a tout l'ensemble de ces dérives, et c'est vrai, mais encore une fois, ce sont des périodes qui changent, et pas du tout forcément à Paris, mais ça change en Afrique. Parce que Sidi qui le sait bien, dans les présidences africaines maintenant, il y a le monde entier, les Brésiliens, les Indiens, etc. On va parler tout à l'heure et de l'influence de la France. Ils vont ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus de réseau franco-africain, je ne dis pas que ça ne continue pas, je ne dis pas, mais encore une fois, si on voit ça il faut voir ça sur une longue période, il faut voir ça sur l'ensemble du continent. Et puis la réalité, il n'y a pas non plus que le précaré français. Jean-Marie Bockel. Peut-être deux nuances. La France a pu être en retard dans les révolutions arabes. Elle a cessé de l'être. La leçon a été tirée. Vous prenez l'affaire libyenne. Moi, je considère, y compris dans l'intervention onusienne, etc., que là, la France a su prendre le leadership et réagir à temps. Donc ça veut dire au moins qu'on a la capacité de tirer les leçons de nos expériences. Ma deuxième nuance, mais peut-être vous allez aborder ce point après, mais puisqu'on a évoqué au passage, c'est pas une nuance, mais je veux aller un peu plus loin sur la question des biens mal acquis. On va en parler, Jean-Marie. On va en parler tout à l'heure. On va faire une toute petite pause. On va faire une toute petite pause. On va se retrouver pour la deuxième partie du débat qui est consacré donc aux caisses noires de la France-Afrique. Est-ce que la France-Afrique, c'est fini aujourd'hui? En tout cas, Nicolas Sarkozy s'y était engagé en 2006 lors du discours de Cotonou. On écoutera tout à l'heure le chef de l'État français. Est-ce que la France-Afrique, c'est fini aujourd'hui? Nous poserons la question à nos invités dans un instant. À tout de suite.